Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast intitulé Simple Équilibre. Ensemble, on va parler santé naturelle, nutrition, mindset, gestion du stress, sport, neurosciences et encore plein d'autres choses utiles dans ta santé au quotidien. Moi c'est Alex, explorateur du corps humain, multipassionné, sportif et professionnel de l'accompagnement santé holistique. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao! Découvre une conversation enrichissante avec le docteur Denis Koster, médecin anesthésiste réanimateur à Paris, coach instructeur en hypnothérapie et doublement diplômé de médecine anti-âge et prévention. Il a été notamment publié chez Larousse et Albin Michel. Dans cette vidéo, le docteur Denis partage sa vision de la médecine préventive et de la santé holistique, mettant en lumière l'importance de traiter l'individu dans sa globalité. On décortique ensemble ce qu'est le biohacking et comment il peut s'intégrer dans nos vies dans le but d'un mieux-être au quotidien, que ce soit physiquement et mentalement. Rejoignez-nous pour explorer les conseils et les idées d'un expert passionné par l'amélioration de la santé à tous les niveaux. Que vous soyez un professionnel de santé, un passionné de bien-être ou simplement quelqu'un qui cherche à en apprendre davantage sur sa santé et la longévité, cette interview promet d'être instructive et inspirante. Ne manquez pas cet épisode. Belle écoute! Bonjour Denis, comment ça va? Bonjour Alex, super, ravi de te voir ici et ravi de pouvoir échanger avec toi et avec ta communauté. Oui, ravi de t'accueillir également, ça va être vraiment passionnant. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, donc Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur, c'est mon vrai métier, dans la vraie vie je dirais, c'est mon côté Clark Kent, et j'ai un côté Superman entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses, en particulier la santé corps-esprit, ce qui m'a conduit à m'intéresser au coaching et à l'hypnose. Maintenant, je suis instructeur certifié en hypnose. Donc, je me suis vraiment intéressé à la santé corps-esprit dans une idée de globalité. Et en fait, après, je me suis dit qu'on pouvait utiliser non pas nos connaissances pour soigner dans un côté réactif par rapport à la maladie, mais plus dans un côté proactif, donc de prévention du vieillissement. Ça m'a conduit à me former à la médecine dite anti-âge. Donc j'ai les 2 diplômes universitaires reconnus en France de médecine anti-âge. Et en fait, après, je me suis dit, on peut certainement aller beaucoup plus loin en mêlant la santé au corps-esprit, la médecine anti-âge, et dans une visée plus, non plus de soigner ni même de prévenir, mais plus d'optimiser la santé. Et en fait, en discutant avec un ami marketeur il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans, que cet ami m'a dit, mais en fait, tu sais, ce que tu fais, ça s'appelle le biohacking. Personne connaît ça en France. Vas-y, lance-toi. De toute façon, avec tes diplômes, tu es très bien capé pour en parler. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à parler du biohacking il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Donc au début, c'était très très confidentiel. C'est vrai que quand j'en parlais, les gens disaient, qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà même, j'avais hésité à utiliser le mot biohacking, qui est un petit peu qui a un côté un peu curieux justement avec ce terme de hacking. Mais finalement, je l'ai gardé parce que je trouve qu'il y a le côté un peu étonnant, disruptif, et je trouvais que c'était intéressant. Et c'est vraiment quelque chose qui se diffuse de plus en plus. Je suis très content. Le biohacking, 3 ans et demi, 4 ans, personne connaissait. Maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Des gens, voilà, comme toi, beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs s'y intéressent parce qu'ils y voient vraiment l'intérêt. Et voilà, donc ça m'a conduit à écrire le premier livre en français sur le sujet, faire la première formation en français sur le sujet. Et Ok, puis maintenant, génial. je m'arrête plus et j'ai des projets plein la tête. Donc, merci Denis. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien toujours commencer mes podcasts par une petite question. Parce que pour moi, il n'y a pas que les enfants justement qui ont le droit de rêver. Et ce qui nous rend vivants, c'est d'avoir des rêves, des objectifs justement de vie qui amènent aussi à la pleine santé. Finalement, c'est pas que le corps ni l'esprit, il y a aussi le cœur finalement. Et toi, voilà, quel est ton plus grand rêve? Quelle est la chose qui te fait le plus vibrer? Voilà, peut-être un objectif cette année ou même dans les années à venir? Dis-moi. Alors, l'objectif, je dirais, c'est difficile parce que à court, moyen, long terme, c'est pas forcément simple. En tout cas, là, je suis
justement, je te disais que j'ai beaucoup d'idées par rapport au biohacking, etc. Et dans le biohacking, il y a différents secteurs, hein. Il y a des secteurs un peu plutôt optimisation des performances. Ça va notamment intéresser les sportifs. Il y a un côté optimisation des performances cérébrales. Ça va beaucoup intéresser notamment les entrepreneurs. Et il y a tout un côté aussi qui intéresse tout le monde, qui est la longévité. Et je vais vraiment développer surtout le secteur longévité. Par rapport à ça, j'ai une formation que je suis en train de faire sur justement le biohacking de la longévité. Et je suis en train de monter avec quelques passionnés de longévité une start-up euh, qui va justement intégrer la longévité et l'intelligence artificielle. C'est intéressant. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent aussi, est-ce que tu pourrais définir finalement qu'est-ce que le biohacking? Parce que je pense que il y a pas mal de monde qui peut-être en a entendu parler, mais qui ne sait pas ce que c'est. Et des fois, voilà, derrière le mot biohacking, il y en a certains qui pensent que c'est être un super humain, par exemple comme Brian Johnson, ou d'autres, c'est juste courir nu et marcher pieds nus dans la nature. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un monde entre les deux. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ta vision, voilà, du biohacking? Parce Déjà, que ce qui est important de ouais. comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas à nous de nous adapter au biohacking. C'est au biohacking de s'adapter à nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le biohacking, comme tu le disais, c'est un espèce de champ extrêmement large qui va depuis méditer sous une cascade, manger bio et courir nu dans les bois, jusqu'à Brian Johnson. Et après, c'est vraiment à chacun de choisir ce qu'il veut pour sa vie. Biohacking, c'est quoi? Tout simplement bio, la vie, hacking, la prise de contrôle, le piratage, mais le piratage, je dirais, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment la prise de contrôle de notre vie via notre biologie pour optimiser ainsi notre vie tant physique que mentale. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'utiliser les techniques mentales qui vont optimiser le physique, d'optimiser les techniques physiques qui vont optimiser le mental, donc d'avoir une optimisation de notre vie d'une manière globale, corps et esprit, dans une logique de d'amélioration de notre vie quotidienne, bien sûr, avec l'idée en filigrane d'avoir une vie plus longue, puisqu'en fait, personne ne peut nous promettre la longévité, mais d'une manière évidente, à partir du moment où on optimise notre vie au quotidien, le cadeau au bout, la cerise sur le gâteau, c'est la longévité. Mais comme je disais, il n'y a pas que la longévité, il y a aussi l'optimisation des performances physiques, mentales, intellectuelles. Bon, après, on peut même aller très loin, alors, spirituelles. Il y a vraiment pas vraiment de limite. Je dirais que c'est plus le concept du biohacking qui est important que réellement l'application un peu théorique. Non, c'est vraiment comment on l'adapte à soi, comment on adapte ce concept à soi, à sa vie personnelle. Et ma manière de pratiquer sera pas forcément la même que la tienne. Si par exemple il y a certaines personnes quand on va au congrès du biohacking qui sont très très dans le naturel, qui sont même dans le spirituel. Il y a des personnes pour qui le biohacking, c'est prendre des champignons hallucinogènes et prendre de l'ayahuasca, pourquoi pas. Tu vois, au congrès du biohacking en Hollande, c'était un peu particulier parce que c'était la Hollande, mais on pouvait tester les champignons hallucinogènes, chose absolument impossible en France. Et effectivement, à l'extrémité de l'autre côté, on a Brian Johnson qui se fait injecter du sang de son fils, qui dépense 2 millions de dollars par an pour sa santé, qui mange 200 compléments alimentaires par jour. Voilà, l'important c'est d'avoir chacun son propre biohacking adapté à sa propre vie, à son propre univers et surtout à ses propres objectifs. Et c'est vrai que je te rejoins, chacun doit aussi prendre ce qui lui parle. Et je pense, tu vois, moi je prends aussi mon cas, même ma vision du biohacking, parce que je sais pas, quand j'ai découvert ça il y a 3 ans peut-être, enfin un peu moins, eh bien c'était plus au travers de la technologie, donc, et même ma vision aussi, elle a évolué par rapport à ça. Notre vision aussi du biohacking et même de notre corps, de notre santé en général aussi, elle change en fonction des événements qu'on peut avoir dans la vie, notre âge. Tu vois, il y a des moments donnés où je vais avoir besoin d'être plus performant parce que, par exemple, je prépare une compétition de sport ou alors j'ai des examens ou j'ai un gros projet qui arrive. Donc là, j'aurais besoin de mon corps et de ma tête vraiment à 100%. Et il y a voilà d'autres moments aussi de notre vie, on est plus là dans la longévité, vieillir en bonne santé. Donc je pense que voilà, c'est un mouvement aussi
qui change au fil du temps. Et moi, comme je te disais, il y a, tu vois, quand j'ai découvert le biohacking il y a, voilà, 2-3 ans, eh bien, ma vision aujourd'hui n'est plus la même. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant par rapport justement à tout ça. Les plus importants, en fait, c'est, comme disait Simon Sinek, c'est start with why. C'est quel est ton pourquoi. Pourquoi tu fais du biohacking? Pourquoi tu t'y intéresses? L'important, c'est d'avoir un objectif, d'avoir des métriques qui permettent de savoir est-ce qu'on a atteint l'objectif. Parce qu'en fait, il y a un dogme que j'ai pas inventé, qui est que on ne peut maîtriser que ce que l'on peut mesurer. Donc, quand on se dit, voilà, par exemple, mon objectif, c'est d'être plus performant au niveau sport, bah, ça, c'est facile. C'est-à-dire que, mettons, tu fais 12 secondes au 100 mètres, et puis après, tu fais 11 secondes 50, tu dis, OK, on va faire. Donc, en fait, la question est de savoir quels sont les objectifs, quelles sont les métriques qui permettent qu'on a atteint les objectifs, et puis ensuite de voir si on a atteint les objectifs. Et après, les objectifs, si c'est un objectif de longévité, c'est très utile, évidemment, parce que on n'a pas vraiment de métriques. On peut faire les âges biologiques, on peut faire plein de choses. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin de métriques très très compliquées. Là, par exemple, je vois à la scène de sport. J'y étais, là, j'ai 51 ans. Je fais mes exercices de développé couché à 70 kilos. Je sais qu'il y a quelques années, je faisais 45 kilos au développé couché dans les exercices habituels. Là, je me dis, OK, bon, je suis plus âgé, mais je suis plus fort. Donc, je me dis, OK, c'est bon. Et puis bon, je me dis, je peux peut-être encore progresser, je peux peut-être atteindre plus tard, qui sait, 100 kilos. Donc, voilà, tout est une question, quels sont les objectifs et comment on les mesure. Et c'est drôle justement que tu parles de musculation et de muscles, parce que c'est vrai que bon, les études maintenant ont totalement démontré qu'il y a une corrélation entre la longévité et la masse musculaire. Alors moi, voilà, c'est vrai que j'aurais été persuadé depuis longtemps. Ça permet de diminuer le risque de blessure, voilà, de nourrir aussi ses cartilages, de rester en mouvement. Et c'est vrai que bon, j'essaye toujours de faire comprendre, même voilà, ceux que j'ai en en coaching, même mes proches, de leur faire comprendre l'importance de la musculation, du renforcement musculaire, et que c'est pas forcément pour voilà les beaux yeux du voisin, ça y est, j'ai des muscles saillants. Et voilà, j'aimerais justement que tu nous parles un petit peu de ces relations entre la masse musculaire et la longévité. En fait, comme bien souvent, le problème, c'est pas tant de faire du muscle, c'est plutôt d'éviter d'en perdre. C'est-à-dire que globalement, avec l'âge, il y a un phénomène très naturel qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution des muscles, tant en masse, en quantité qu'en qualité. Donc qui provoque effectivement, comme tu disais, des problèmes articulaires, qui provoque aussi une diminution du métabolisme et qui provoque une diminution du mouvement. Qui dit diminution du mouvement, dit diminution de la santé cardiovasculaire, et on reste comme ça dans un cercle vicieux. Donc effectivement, il est totalement démontré que finalement, avec l'âge, ce qu'il faut, c'est veiller à garder sa force musculaire. C'est comme ça, notamment, on se rend compte que la plupart des personnes âgées ont de la sarcopénie, donc ont cette fonte musculaire, entre autres parce qu'ils mangent pas assez de protéines. Il y a des études qui montrent que, concernant les protéines, les personnes âgées devraient, je dis bien devraient, manger 2 grammes kilo de protéines, ce qui paraît colossal, mais en même temps, c'est le prix à payer pour avoir une masse musculaire maintenue. Quand on regarde, il y a des images scanners très très parlantes de coupe au niveau de la cuisse entre une personne de 20 ans et une personne de 80 ans. C'est sidérant de voir à quel point il y a plus de muscles chez la personne de 80 ans. Donc c'est vrai que ça veut dire quoi, plus de muscles? Ça veut dire un risque accentué de chute, un risque accentué de fracture, notamment du col du fémur, qui malheureusement, chez beaucoup de personnes âgées, c'est le début de la fin. Donc vraiment, c'est essentiel de maintenir sa masse musculaire. Deuxième point essentiel, c'est le cardio. Ça me fait toujours rire parce que, comme le cardio c'est chiant, je vais même le dire, tout le monde dit ouais non, en fait le cardio ça sert à rien, le cardio c'est nul, le cardio, vous avez pas besoin de faire du cardio pour maigrir. Oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin de faire du cardio pour maigrir. Mais le cardio, on fait pas ça pour maigrir, pour être beau gosse. Le cardio, on fait ça parce que ça permet de garder notre souffle et notre VO2 max. La VO2 max, c'est la consommation d'oxygène de nos cellules. Et en fait, notre VO2 max est un très bon facteur prédictif de longévité.
Et l'idée, c'est pas juste d'avoir un VO2 max normal. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un VO2 max qui soit supérieur que la normale. Tu vois, bon, c'est vrai que le cardio, c'est pas archi mon truc, mais je me force évidemment comme tout le monde à en faire. Et je sais par exemple que j'ai une VO2 max qui est très bonne pour mon âge, qui est mais juste correcte pour l'âge en dessous. Donc j'ai encore du boulot à faire, j'ai encore des efforts à faire pour gagner des points en VO2 max. Et dernier point, c'est la mobilité, c'est-à-dire qu'avec l'âge, on devient moins souple. Et l'idée, c'est de faire autant que faire se peut des assouplissements, du stretching, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est me concernant encore pire que le cardio, j'ai encore plus horreur de ça. Et ben, il faut bien le faire parce que sinon l'enraidissement musculaire, c'est de pire en pire avec l'âge. Donc d'une manière très claire, il faut arriver à faire un équilibre entre la musculation, le cardio et la mobilité. C'est vrai que pour moi aussi, c'est la recette gagnante, les trois, comme tu le dis, et, euh, et c'est vrai que, du coup, je pense à ça parce que un des facteurs aussi de forme, hein, et d'énergie du corps, voilà, ça se passe au travers justement de nos cellules et justement de nos mitochondries. Et je sais que tu t'es intéressé beaucoup, aux mitochondries et à l'ATP justement. Est-ce que tu pourrais, voilà, nous donner quelques petites actions à mettre en place pour booster en fait nos mitochondries et notre ATP pour avoir in fine plus de forme et puis plus d'énergie au quotidien? Oui, tout à fait. Alors pour la petite histoire, j'aime bien raconter cette anecdote parce que c'est intéressant dans la perspective de chercher des solutions via tout d'abord des routines simples. Dans la clinique dans laquelle je travaille, il y a un centre de fécondation in vitro, donc on s'occupe beaucoup de problèmes de fertilité. Alors évidemment, les problèmes de fertilité, c'est extrêmement large. Il y a plein de causes. Il y a des causes physiologiques, des causes mentales, psychologiques, enfin il y a énormément de causes. Et parmi les très nombreuses causes d'infertilité, il y a un de mes collègues spécialisés qui m'a dit que il y avait certainement une baisse de l'activité des mitochondries des ovocytes, hein, donc des cellules des cellules germinales de la femme. Et donc je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est de faire un peu des recherches et puis de voir comment on pourrait, par des choses simples, augmenter l'activité des mitochondries. Et donc on a mis en place ce qu'on a appelé le protocole mitochondrie, qui reprend des routines simples de la vie quotidienne, mais qui sont prouvées pour booster les mitochondries. C'est très simple. S'exposer au froid, l'hormèse. Faire du HIIT, qui est aussi une hormèse. Jeûner, qui est aussi une hormèse. Diminuer le sucre, qui est aussi une hormèse. Et éviter le stress, qui n'est pas une hormèse en l'occurrence, c'est qui est plutôt une contre-hormèse, mais en tout cas, juste faire ces 5 actions, c'est prouvé pour favoriser l'activité des mitochondries. Après, on peut rajouter d'autres choses. On peut rajouter, par exemple, des antioxydants qui vont permettre d'éviter que les mitochondries se fatiguent, entre guillemets. On peut donner des boosters de mitochondries. Il y a des compléments alimentaires qui vont augmenter l'activité des mitochondries. Il y en a, par exemple, comme la carnitine, il y a la créatine, il y a les vitamines B, du groupe B, enfin, il y en a d'autres, on peut en citer plein. Il y en a même des compléments qui permettent d'augmenter le nombre de mitochondries, comme par exemple le PQQ. Donc, il y a possibilité de faire des choses avec des compléments alimentaires, mais ne serait-ce que naturellement, on peut augmenter l'activité de nos mitochondries. Pour la petite histoire, j'ai posé la péridurale il y a quelques jours de la première patiente qui avait fait le protocole mitochondrie pour la fertilité, donc qui s'est retrouvée enceinte. Alors, c'est beaucoup, évidemment, ça serait un petit peu trop raccourci de dire que c'est le protocole mitochondrie qui lui a permis d'être enceinte, mais en tout cas, ça a certainement participé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait que quand elle le faisait, elle dormait mieux, elle se sentait mieux en énergie, et son mari l'a fait également, et il a eu les mêmes résultats, et en plus a perdu du poids, donc c'était jackpot pour tout le monde, hein. Donc ce protocole qui est d'une simplicité évangélique fonctionne et a des réels résultats. Alors on peut pas mesurer l'énergie mitochondriale, mais en tout cas, d'une manière claire, ces personnes avaient une amélioration de leur mode de vie au quotidien. Oui, parce que là, avec les actions que tu as citées,
ça va, oui, booster les mitochondries, mais comme tu dis, la personne se sentait beaucoup mieux au quotidien avec, voilà, ces choses dites simples, en mettant un petit peu son corps à rude épreuve, hein, finalement. Mais parce que on voit hein, que maintenant les gens, je trouve, hein, ont du mal à sortir un petit peu de leur confort, et donc le corps, en fait, il est trop habitué au confort, et donc il a plus forcément besoin de s'adapter. Et moi, je trouve que c'est important d'aller, tu sais, je prends toujours une courbe, mais d'aller un petit peu chercher dans les extrêmes, toujours, bien évidemment, en s'écoutant et en écoutant aussi les capacités que son propre corps a, mais d'aller un petit peu chercher dans les extrêmes pour, in fine, retrouver en fait l'équilibre, tu vois. Il faut pas oublier que finalement, on a beau être des êtres humains du 21e siècle, on n'est jamais mieux que des primates vaguement améliorés par l'évolution, hein, vaguement améliorés. Donc, il faut quand même pas oublier que notre corps, il a mis quand même quelques milliers d'années, je sais pas, 10 000, 20 000, 50 000 ans, à être capable de survivre, à être capable de chasser, à être capable de jeûner, à être capable de résister en étant quasiment à poil en hiver, à être capable de trouver à manger en hiver alors qu'il n'y a rien à bouffer. Donc notre corps, il est quand même fait pour ça. Et à l'inverse, on lui propose juste d'avoir le monde qui vient à nous à travers Internet, ou à travers Uber Eats, ou à travers Amazon. On n'a même plus besoin de se bouger les fesses. Tout vient à nous. Je crois que une des pires inventions pour l'être humain, c'est la télécommande. Avant, on avait besoin de se lever pour changer les chaînes. Je me souviens les premières télés que j'avais quand j'étais chez mes parents, quand j'étais petit chez mes parents. À chaque fois, on se levait et puis on devait changer de chaîne. Puis à l'époque, on avait que 3 chaînes. Quand il y a eu Canal+ qui est arrivé, c'était jackpot, une 4e. Et en tout cas, il fallait se lever pour changer les chaînes. Et voilà, maintenant, tout est simplifié. Il y a quand même jamais dans l'histoire de l'humanité une possibilité de manger n'importe quoi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Là, globalement, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si tu veux te commander un kebab, un Uber Eats, un McDo et une pizza, tu peux le faire. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Donc, on impose à notre corps un mode de vie qui est totalement déconnecté. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on vit pas bien. Alors, je dis pas qu'il faut revenir, je suis pas en mode, faut tout casser, tout déstructurer et recommencer à vivre nu dans les bois. Mais il faut garder quand même des idées de base hein, du fait que voilà, on est des Cro-Magnons, alors après c'est propre à chacun, je fais aucun jugement, hein, mais manger vegan par exemple, je dis pas bien ou mal, c'est pas la question, mais manger vegan, ben globalement ça s'est pas fait dans l'histoire de l'humanité quoi, ça c'est je dirais c'est un caprice de personnes modernes de manger vegan. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est pas vraiment fait, ou alors parce que c'était obligé. Mais c'est vrai que nos cellules, en fait, comme tu dis là, ont été construites sur des milliers d'années en vivant comme ça, voilà, de chasse, de pêche, en vivant en nature, et en 100 ans, même, enfin voilà, ça a été complètement détruit par un nouveau mode de vie qui a complètement en fait bouleversé notre environnement, qui fait que, enfin, nos cellules, elles connaissent pas ça, donc comme tu dis là, on a tout en fait d'un coup, on est sursollicité par des notifs enfin sur nos téléphones, on peut, comme tu dis, commander n'importe où, n'importe quand, et même la lumière. C'est vrai que quand tu regardes, moi, quelque chose que j'ai expérimenté et qui a changé quand même ma vie il y a quand même plusieurs années, c'est déjà de prendre un peu plus de lumière en fait de soleil à mon quotidien. Et même ça a été démontré, hein, quand tu prends la lumière du soleil le matin, tu vas lancer aussi ta cascade de neurotransmetteurs, d'hormones également, qui va qui va te mettre en joue pour commencer ta journée. Enfin, et c'est vrai que voilà, il y a des choses de base que on a complètement oubliées, qui fait que on peut être assujetti au stress, on peut être mal dans sa peau, un cerveau qui tourne au ralenti, parce que de base on n'est pas censé fonctionner comme ça. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que on a l'impression de redécouvrir des choses simples que le matin, faut regarder la lumière du jour. L'alimentation, ça commence par des crudités. Enfin, moi, ça me fait rire parce que
celui qui a lancé le biohacking aux États-Unis, Dave Asprey, qui est un entrepreneur américain, lui cite un petit peu comme viande de référence. Moi, ça me fait toujours rire. L'agneau nourri à l'herbe. Enfin, pour les Américains, c'est un truc de fou. Un agneau nourri à l'herbe, mais c'est incroyable. Bah ouais, un agneau, ça bouffe de l'herbe. Il y a rien de terriblement nouveau là-dedans. Donc, on a l'impression de redécoller les choses, et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui pensent que le biohacking, c'est que ça. Beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, le biohacking, c'est revenir à la nature, c'est redevenir des Cro-Magnons. Il y a des personnes qui disent, mais en fait, le biohacking, c'est de la naturopathie, quoi. Et moi, je dis toujours, non, ça, c'est la base de la base, c'est le socle. Mais je veux dire, une fois qu'on a fait ça, c'est bien beau, mais le biohacking, comme je disais, ça a no limites. Ce que fait Brian Johnson, c'est du biohacking, même s'il n'utilise pas le terme. Mais il se contente pas juste de méditer sous une cascade, hein, Brian Johnson. Donc il n'y a pas de limite au biohacking. Il n'y a pas de limite, je dirais, technologique et biotechnologique au biohacking. Moi, la seule limite que je mets, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que, mis à part pour des questions thérapeutiques, moi, je ne suis absolument pas pour la modification de notre génome. Je pense que c'est pas à faire, je pense que c'est dangereux et que ça risque de mener à des catastrophes. Alors maintenant qu'on a utilisé de la technologie comme le CRISPR, qui est capable de modifier l'ADN pour permettre, par exemple, aux personnes qui ont une myopathie, d'avoir la protéine qui leur manque, à savoir la dystrophine, oui, évidemment, c'est super de permettre que les personnes qui ont une mucoviscidose aient le gène manquant qui leur permet d'avoir une vie normale, et évidemment que c'est super. Mais si on va manipuler nos gènes pour des choses qui ne sont pas du domaine de la santé, ça s'appelle du transhumanisme, personnellement, je suis pas du tout pour. L'idée n'est pas donc de changer notre génome, l'idée est plutôt d'influencer notre épigénétique par notre mode de vie. Et voilà, Brian Johnson, il est totalement extrémiste, mais lui, finalement, il a, à ce que je sache, du moins pour l'instant, pas cherché à modifier son génome. Donc, on est encore dans du assez délirant, mais entre guillemets raisonnable. Oui. Ah, moi, je trouve ça délirant. J'avoue que je pourrais pas faire ce qu'il fait. Après, je trouve ça beau parce qu'il met à disposition tout ce qu'il expérimente. Donc ça, c'est cool pour tout le monde. Mais c'est vrai que bon, arriver après, c'est seulement perso, mais arriver à ce point-là. Mais c'est vrai que C'est très excessif. Mais en tout cas, bon, il a jamais été question officiellement, en tout cas, qu'il modifie son génome ou des choses comme ça. Donc, mais l'idée, oui, en fait, c'est seulement de comprendre un peu notre physiologie et de comment on fonctionne pour redonner un petit peu les clés à notre corps de fonctionner et lui donner même des petits coups de pouce pour être encore plus performant. Et puis c'est vrai que quand on parle de chose, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer et maîtriser. Donc c'est toujours la même chose. La question c'est quelles sont les métriques, quels sont les objectifs, quelles sont les métriques et comment on les améliore. Justement, c'était l'une de mes questions, on en parlera tout à l'heure. Et je voulais revenir aussi parce que souvent quand on parle de santé, on parle du corps, mais je trouve quand même que le cerveau c'est un grand oublié finalement quand on parle de vieillir en bonne santé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors voilà, comment est-ce que tu as des astuces pour prendre soin de ton cerveau? Alors moi j'en ai plein, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que tu vas nous proposer. Comment prendre soin de son cerveau tout au long de sa vie, très clairement. Alors tu me fais plaisir à plus d'un titre. Tu me fais plaisir parce que figure-toi que je suis en contact avec une maison d'édition très connue qui serait éventuellement intéressée à ce que j'écris un bouquin sur le sujet. Génial. J'espère que ça va se faire. C'est pas sûr, mais en tout cas, si ça se fait, ça sera dans toutes les bonnes librairies. Mais il y a différentes choses à prendre en considération. Tout d'abord, prendre en considération les besoins de notre cerveau. Notre cerveau, il a besoin de bien se nourrir, hein, donc des bons aliments. Il a besoin d'éviter les antinutriments, c'est-à-dire tout ce qui peut lui provoquer des problèmes, comme par exemple le sucre. Les excès de sucre, ça peut provoquer une neuroinflammation. Éviter aussi les édulcorants qui peuvent, semble-t-il, être également neuro-inflammatoires. Éviter les sursollicitations type notification, etc. Éviter également les toxiques comme le tabac, l'alcool, les médicaments, etc. Donc voilà,
d'une manière assez générale. Pardon, c'est-à-dire qu'avant de donner des choses en plus, faut déjà éviter les problèmes. C'est ce qu'on appelle la via negativa. En fait, c'est beaucoup plus facile et bien souvent efficace d'éliminer les poisons que de rajouter des choses. Ça, c'est un premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Notre cerveau, il n'aime pas le stress. Le stress, ça a été montré que ça nuisait au centre de la mémoire. Le cerveau n'aime pas le stress. Le cerveau, il aime les habitudes, mais il aime aussi la nouveauté. Donc, par exemple, de temps en temps, il faut un peu le stretcher pour créer des nouvelles habitudes. Ça peut être des choses très simples, comme par exemple s'entraîner à se brosser les dents de la main gauche quand on est droitier. C'est horrible au début, au bout d'un certain temps, on arrive à le faire. Ça crée de la neurogénèse. Le sport, l'activité physique, en particulier le HIIT, est connu pour favoriser le BDNF, donc le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est un facteur de croissance au niveau des neurones. Qu'est-ce qu'on peut raconter encore? Après, il y a les compléments alimentaires, des compléments alimentaires simples, type des vitamines, parce que notre cerveau est très sensible aux vitamines et aux oligo-éléments, comme par exemple le magnésium. La plus forte raison, c'est que ça forme tréonate, tréonate de magnésium. Le cerveau, il adore aussi les oméga 3, pas hésiter à lui en donner. La vitamine D, pas hésiter à lui en donner. Et après, on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des substances qui vont réguler les neurotransmetteurs. On peut donner des précurseurs de neurotransmetteurs comme la tyrosine, le tryptophane, le 5-HTP, le GABA, etc. On peut donner des substances qui vont favoriser les neurotransmetteurs, les plantes adaptogènes type ginseng, bacopa, ashwagandha. On peut donner des acides aminés qui vont aussi maîtriser les neurotransmetteurs, comme par exemple la taurine. Et puis après, on peut aller plus loin dans ce qu'on appelle les nootropiques, mais comme c'est un sujet un peu underground, je vais pas forcément beaucoup en parler parce que c'est un peu underground. Alors pourquoi je dis que c'est underground? C'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui disent tout et n'importe quoi là-dessus. En fait, il y a des médicaments, et j'insiste, ce sont des médicaments qui sont détournés pour être utilisés non plus pour soigner, mais plus pour optimiser. Alors, par exemple, il y a des personnes voilà, comme le biohacking est à la mode. J'ai déjà vu des vidéos ou des audios où des gens disaient pour avoir l'esprit ouvert, il faut prendre du modafinil. Alors, pour information, le modafinil, c'est un médicament qui est donné dans la narcolepsie. Alors, effectivement, quand on prend du modafinil, on a une augmentation de la capacité mentale, c'est vrai, mais il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires, ça reste un médicament. Donc, n'allez pas chercher sur Internet modafinil, comment se fournir, parce que vous pouvez acheter du modafinil en Inde ou en Chine, et on va vous envoyer un truc, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est comme médicament, vous n'êtes pas contrôlé, vous n'êtes pas surveillé, vous pouvez faire n'importe quoi et nuire à votre santé. Et sous prétexte d'avoir un cerveau amélioré, vous risquez de nourrir le cerveau. Donc c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que il faut faire très attention. Il y a plein de trucs qui traînent sur les nootropiques. Voilà, c'est un sujet qui est passionnant, mais attention, ça reste quand même des substances chimiques avec lesquelles qu'il faut manier avec précaution. Donc voilà, ça, j'ai une grosse mise en garde. Ne pas chercher à être un apprenti sorcier avec son cerveau, c'est dommage. Moi, je suis très sensibilisé à la question du cerveau. Pourquoi? Parce que ma propre mère avait la maladie d'Alzheimer, qu'il y a des cas de démence dans la famille, des cas d'autisme. Donc forcément, moi, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc voilà, je me doute que vis-à-vis de la génétique, il y a du Alzheimer dans la famille, donc il faut que je fasse gaffe à moi. Et c'est pour ça que je fais entre autres du biohacking. Mais c'est vrai que merci déjà de toutes ces actions qu'on peut mettre en place et je te rejoins beaucoup. Même oméga 3, ça c'est vrai que c'est ultra intéressant parce que pour lubrifier voilà la membrane de nos cellules, même la gaine de myéline. Enfin, il y a tellement de belles choses à faire sur le cerveau et le sport aussi au BDNF, ça c'est ultra intéressant. Même moi je m'éclate aussi même en courant à changer souvent mon parcours en fait pour pas faire toujours le même, pour comme tu dis là, tu avais l'exemple aussi de la brosse à dents, mais c'est vrai, trouver aussi des projets qui nous stimulent intellectuellement parlant, Bien sûr. faire de nouvelles choses, ça c'est ultra important. L'oxygénation aussi,
Alors moi qui est un grand fan de la respiration, c'est vrai que l'oxygénation de toutes nos cellules, elle est primordiale. Et tu as parlé aussi du sucre. Alors tu avais écrit un bouquin sur le sucre, mais ça c'est vrai que le sucre, ça tue. Enfin on aura une grosse neuroinflammation, mais ça a été prouvé depuis des années. Et c'est vrai que le sucre tue notre cerveau. En fait, on appelle parfois la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. C'est qu'il y a 3 types de diabète. Diabète de type 1, c'est l'insuline dépendant. Le diabète de type 2, c'est le non-insuline dépendant. Et certaines personnes parlent de la maladie d'Alzheimer comme le diabète de type 3. Donc, finalement, alors peut-être pas un lien de cause à effet direct, mais en tout cas un lien de cause à effet indirect, entre la maladie d'Alzheimer et la consommation de sucre. On sait que la maladie d'Alzheimer, alors on comprend pas à quoi c'est dû. On sait que c'est dû à des plaques inflammatoires qu'on appelle les plaques d'amylose au niveau du cerveau. Et il semblerait que ces plaques d'amylose soient surtout le résultat d'une inflammation. Alors on ne sait pas à quoi c'est dû cette inflammation. On pense que ça peut être dû à un virus, en l'occurrence le EBV. On pense que ça peut être dû au sucre. Tout ça, c'est pas complètement clair. Mais une chose est claire, en tout cas, c'est que trop de sucre, ça provoque de l'inflammation. Alors, est-ce qu'à dire que ça va jusqu'à la maladie d'Alzheimer, c'est compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre cerveau, il n'est pas très fan de trop de sucre. Ça, c'est sûr. Et c'est clair. Et puis, il y a la glycation aussi de toutes nos protéines avec le sucre. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un gros sujet. Et tu as parlé aussi des neurotransmetteurs. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je me suis beaucoup penché. L'apport d'acides aminés, essentiels, qui vont être les précurseurs en fait de chaque neurotransmetteur, dopamine, sérotonine, GABA et tout ça. Et est-ce que tu connais, parce que ça j'ai pu tester, parce que souvent on veut augmenter tel ou tel neurotransmetteur, mais moi je trouve que c'est plus pertinent en fait de réguler l'ensemble des neurotransmetteurs. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, je suis tombé sur des articles là-dessus, sur le champignon crinaire de lion justement, qui va en fait réguler tous les neurotransmetteurs et pas une plante dopaminergique qui va justement axer seulement sur la dopamine, seulement sur la sérotonine. Et au moins là, tu vois, ça régule un petit peu tout ça. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, donc le crinaire de lion qu'on appelle aussi en son anglais lion's mane. C'est effectivement un champignon dit adaptogène, tout comme donc il y a d'autres champignons adaptogènes comme le reishi. Il y a des plantes adaptogènes, tout à l'heure j'en ai cité comme la bacopa. Donc effectivement, ce sont des plantes qui ont la réputation d'équilibrer les neurotransmetteurs et finalement, qui dit adaptogène, c'est de booster le neurotransmetteur qu'il faut au moment voulu. Donc ça, c'est un peu dans les grandes lignes. Alors oui, effectivement, c'est important, mais les neurotransmetteurs, c'est un chapitre qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Parce que par exemple, il faut savoir que 60% de notre dopamine et 90% de notre sérotonine sont fabriqués en tube digestif. Donc déjà, avant même de savoir comment équilibrer nos neurotransmetteurs en complément alimentaire, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il est évident, et d'ailleurs, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour se rendre compte que quand on a mangé un truc qui nous convient pas, on a le bide qui est un peu ballonné, on fait caca tout mou, et puis on se sent un peu pas bien au niveau de son cerveau. Bah, c'est normal, on a une inflammation digestive, on absorbe pas bien les nutriments, notre cerveau est un peu embrumé, et quand on mange mieux, je vais être un peu trivial, mais on a des beaux caca et on a l'esprit clair. Quelque chose dont je parlais avec mon fils, je suis désolé, je parle de choses un peu triviales, mais c'est important. L'autre jour, j'ai sorti à mon fils finalement que la vacuité du rectum allait avec la vacuité de l'esprit, et que quand on avait le tube digestif bien vide, on avait aussi l'esprit bien clair. Voilà. Bon, là encore, j'ai pas réinventé la roue. On sait très bien que le tube digestif, c'est notre deuxième cerveau. C'est de plus en plus noté, décrit, etc. On connaît les liens entre le tube digestif et le cerveau. On connaît le lien entre le microbiote et le cerveau. Donc effectivement, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement liées. On ne peut pas avoir un bon équilibre des neurotransmetteurs si on n'a pas un bon équilibre du microbiote. D'ailleurs, il y a même des substances qu'on appelle les psychobiotiques
qui sont des probiotiques particuliers qui justement vont influencer tel ou tel neurotransmetteur. C'est une merveille. Il y a même une bactérie, j'ai plus son nom en tête malheureusement, mais qui se trouve dans la poussière de la terre de jardin, qui stimule le GABA. Et donc ça explique entre autres pourquoi quand on fait du jardinage on se sent bien. Alors il y a le fait de faire du jardinage, mais aussi le fait qu'on respire et on absorbe une bactérie. C'est dommage, j'ai plus son nom en tête. C'est ça. Qui va stimuler le GABA. Donc c'est vachement marrant comme truc. Ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai que Le nom, faut que je le retrouve. ok, ouais, Tu mettras le nom sur. tu m'enverras de cette bactérie qu'on inhale en faisant du jardinage. Ah, c'est incroyable. Stimulerait le GABA. Ouais, bah je vais chercher en direct. Mais en tout cas voilà, donc ça fait partie des trucs assez rigolos. Mais Donc ce qui montre que finalement c'est bien plus complexe, mais bien plus passionnant, on pourrait le croire. Et c'est ça qui est drôle. Mais c'est vrai que t'as bien fait de souligner que oui, ça passe pas que par le cerveau directement, mais du coup, bah pareil, par notre système digestif, par la population de nos bonnes bactéries, bactéries commensales. Donc, et ça passe aussi par l'observation. S'il vous plaît, observez vos selles. Enfin, c'est vrai que ça passe aussi par là. T'en as beaucoup, voilà, ils regardent même pas ce qu'ils ont fait après avoir été aux toilettes. Et je trouve que voilà, c'est une hérésie. C'est vrai que tout le monde devrait. Et il y a même une l'échelle de Bristol, qui Ouais. permet d'avoir voilà une idée un petit peu de ce qui est bon ou pas. Donc vous pouvez aller voir. Hein, ceux qui connaissent pas. Ah, comment? Mycobacterium bacchae. Ok. Ah ouais, j'irai regarder un petit peu. Ah ouais. Aller sniffer la terre dans les bois. Mais effectivement, là, tu parlais de l'échelle des salles. Là encore, ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est super intéressant. Et non, c'est important. À partir du moment où vous avez des selles qui sont bien, belles, etc. Alors voilà, c'est vrai que les échelles, c'est peut-être un petit peu curieux, mais voilà, c'est une magnifique. Voilà comment quand on observe notre caca. C'est ça. Oui. À l'échelle de Bristol. Ouais, bien sûr. Il faut quand même voir que quand dans l'ancien temps, même encore maintenant, on disait aux personnes comment allez-vous, en fait, c'est comment allez-vous à la selle. Historiquement parlant, c'était un concept intéressant. Ah, mais comment étaient les matières fécales? Maintenant, ça paraît dingue. Vous imaginez pas dans une soirée dire, tu vois, en fait, c'était comment pour toi? Et pourtant, quand on dit à quelqu'un, comment vas-tu? Ben, c'est comment vas-tu à la selle, hein. Donc, faut croire que finalement, c'est assez marrant parce que on dit toujours, ouais, du temps de Molière, les médecins, ils étaient nuls, ils faisaient n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient au temps de Molière? Ils faisaient des lavements. Donc en fait, ils renouvelaient la flore intestinale et ils faisaient des saignées. Mais en fait, c'est génial quand tu penses. Brandon Johnson, il fait ça. Donc c'est extrêmement pertinent en fait. Alors évidemment, ils allaient un peu trop dans les saignées, c'était un peu catastrophique. Mais en soi, le fait de faire des saignées, c'est extrêmement positif. Alors, ou alors donnez votre sang. Ouais, ce que j'allais dire, je n'encourage pas. Quelque chose d'utile. Je pas à me faire des saignées tous les jours. Mais c'est vrai que chez les femmes, les règles, hein, souvent elles sont complètement crevées pendant leurs règles. Mais après, ça va mieux. Bah oui, parce qu'elles ont renouvelé leur sang. Effectivement, comme tu dis, la meilleure façon, c'est tout simplement de donner son sang. Sachant que donner son sang, on ne peut pas le faire très souvent. Par contre, vous pouvez donner votre plasma. Donner le plasma, vous pouvez faire plusieurs fois par mois. J'ai plus le chiffre en tête, mais il faut faire plusieurs fois par mois. Je sais que moi, j'ai déjà donné mon plasma parce que ça me permet de le renouveler. Plutôt que d'aller faire des trucs à la Brandon Johnson et de payer des milliers de dollars, bah vous allez donner votre plasma. Comme ça, on vous retire toutes les cochonneries qu'il y a dedans. Et puis après, bah, vous le refaites et puis vous avez un sang tout neuf. Et vous avez rendu service à l'humanité. Ouais, c'est vrai, une pierre deux coups. Non, franchement, j'encourage aussi. On sait, alors je vais changer un petit peu de sujet. On sait qu'il existe plein d'outils, voilà, de tracking pour mesurer l'impact un petit peu de nos actions au quotidien sur notre corps. Alors, il y a des tracking, on va dire, un peu plus techno. Donc voilà, tout ce qui est montre, bague, les nattes de lit intelligentes, tout ça. Et après, on va parler mais des biomarqueurs. Mais déjà, j'ai envie de rester sur le côté, on va dire, techno. Est-ce que toi, tu utilises ou même tu as utilisé, j'imagine, voilà, des outils un petit peu là-dessus, même
ta variabilité de Ouais, de fréquence cardiaque. cardiaque, de fréquence cardiaque, tout ça. Oui. Après, je trouve que tous ces trucs-là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gadgets, d'effets de mode, etc. Globalement, on a l'impression que quand on fait du biohacking, si on n'a pas une bagoura, on n'est pas un vrai biohacker. Bon, je trouve, enfin, faut se détendre, quoi. Tout ça, c'est des choses qui donnent des informations, mais en même temps, quand on se réveille d'une nuit, qu'on a très mal dormi, il n'y a pas besoin d'une bagoura pour savoir qu'on a mal dormi, hein. Donc, ces choses-là, ça peut être intéressant, mais c'est toujours la même chose. C'est comme les biomarqueurs. Il faut savoir prendre du recul. Euh, En fait, c'est un outil d'aide à la décision pour moi, mais ça doit pas rythmer nos actions. c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est à nous, enfin, au biohacking s'adapter à nous, pas à nous adapter au biohacking. Moi, je serai jamais esclave d'une montre connectée qui me dira faut que tu dormes plus. J'ai pas besoin d'elle pour savoir si je dois dormir plus ou pas. Après, il faut se connaître un tant soit peu. Moi, je sais que je suis incapable de faire des grasses mat. Moi, je me lève en général entre 5 et 6 heures naturellement. Je n'ai jamais de réveil. Ça fait des années que je n'ai pas de réveil. Si mettons, je suis de garde et que j'ai très mal dormi, je sais très bien que pour moi, la big grasse mat, c'est 7h30. Quand je dors 7h30, pour moi, c'est la big grasse mat. J'ai pas besoin d'une bande connectée pour me dire ça. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est des métriques, ça peut être intéressant, mais faut pas en être. C'est pareil pour les bilans biologiques, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont complètement esclaves de leur biologie, mais il faut bien voir que quand on fait une prise de sang, globalement, tu fais la prise de sang aujourd'hui, tu auras un résultat dans 24-48 heures. Mais en fait, le résultat que tu vas avoir, il a rien à voir avec. Enfin, il sera juste la photographie à l'instant T du moment où tu as fait la prise de sang. Si par exemple, plutôt j'ai n'importe quoi, tu as une prise de sang, tu fais aujourd'hui pour savoir ton sodium, par exemple. Donc tu fais ton sodium, et puis tu reçois le résultat demain. Tu vois que tu as 128 mg par mol, enfin millimol par litre pardon, de sodium. Mais tu vas en faire quoi de cette information? Demain, t'es plus le même homme qu'aujourd'hui. Et puis si maintenant je te fais ton sodium, c'est à 138, mais ce soir tu auras 139. Demain matin, tu auras 140. Est-ce que ça a du sens? Non, c'est pour ça que l'idée, c'est pas tant les métriques, c'est comment savoir les interpréter et ne pas en être esclave. Oh, bien sûr. C'est vrai que moi, il y a quelques biomarqueurs que je trouve intéressants, notamment les acides gras. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un biomarqueur que j'apprécie ouais, très bien. Oui, mais parce que les acides gras, c'est vraiment prédictif. C'est vraiment prédictif et c'est prouvé comme étant prédictif de santé, problèmes potentiels cardiovasculaires. C'est comme les facteurs de risque comme l'APOE4 qui sont prédictifs de la maladie d'Alzheimer. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est des marqueurs qui bougent pas trop et qui sont vraiment prédictifs. Mais c'est pour ça que c'est important de... en fait, c'est le gros problème sur le biohacking, c'est que il y a énormément de sources qui disent tout et n'importe quoi. J'en citais tout à l'heure là, le fait qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut prendre du modafinil, n'importe quoi. Pas, je dis pas qu'il faut jamais en prendre. Oui. Il faut en prendre quand on est malade, il faut en prendre peut-être dans certains cas, etc., etc. Mais en tout cas, faut pas prendre juste tiens demain j'ai un contrôle de match, je vais prendre du modafinil. Ça c'est dramatique. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment du recul, d'avoir un esprit, je dirais, critique et pas suivre n'importe quel mode. Sous prétexte que voilà, maintenant tout le monde a envie de se mettre au régime de Brian Johnson. Est-ce que ça fait vraiment envie de manger du super veggie tous les jours avec la même recette? Moi, je m'interroge sur la pertinence de ça. C'est pas parce que ça convient à Brian Johnson que ça se convient à tout le monde. Et puis en plus, je m'interroge même, et ça, j'ai pas la réponse. Mais je me dis le fait de manger tous les jours la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ou l'autre d'avoir des intolérances, voire des allergies à quelque chose qu'on prend tous les jours? Et à l'inverse, est-ce qu'au contraire, on ne perd pas toutes nos enzymes qui permettraient de digérer autre chose? Donc, personnellement, j'ai pas la réponse à cette question, mais le fait de manger tous les jours la même chose, personnellement, c'est quelque chose que je ne ferais pas. C'est délétère, c'est pour ça que j'essaye même au maximum de
d'avoir voilà des variations de repas au max et même voilà de temps en temps une petite raclette pour dire à mon corps allez comme ça tiens adapte-toi et voilà et renforce-toi finalement. Donc après je sais pas ce qui a été dit même s'il y a eu des études ou quoi là-dessus, j'en ai aucune idée. Ça, j'ai pas assez de recul là-dessus. Le problème, c'est que on dit plein de choses, mais après, il faut voir vraiment ce que diraient les études. Et puis, toutes les études sont pas forcément d'accord les unes avec les autres. Maintenant, ce qui est sûr, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, on est des Cro-Magnons à peine plus évolués que les primates de base, et que globalement, quand on regarde les grands singes, ils mangent un petit peu tout ce qui leur est donné par la nature. Alors certes, c'est certainement assez redondant d'une journée à l'autre, mais globalement, ils ont quand même une diversification alimentaire. Je veux dire, quand ils peuvent choper un oiseau, ils le bouffent. Quand je vois les gros singes, par exemple, les gros singes comme les chimpanzés, quand ils peuvent choper un petit singe, ils essaient de boloter. Donc, ils ont de la viande. Ils prennent des fruits ou des baies en fonction de ce qui est disponible. Ils prennent des végétaux. Donc, il y a une diversification alimentaire. Et puis après, il y a aussi quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est le plaisir. Voilà, le plaisir. Moi, je pense que finalement, toi, tu parlais de la raclette. Moi, je pense que le plaisir dopaminergique, sérotonine que tu peux avoir à manger une raclette est peut-être plus important que le bien-être, je dirais, physiologique de ne pas en manger. Moi, j'ai beau dire que le sucre c'est pas bon, c'est horrible, etc. Mes enfants ils se foutent toujours de ma gueule parce qu'en fait j'adore le chocolat. Ils disent tu dis il faut pas prendre de sucre et tu manges du chocolat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas non plus un dingo de chocolat. Je veux dire, je me prends 2 carrés de chocolat, je suis hyper content. Oui, presque tous les jours je prends 2 carrés de chocolat. Et alors, je veux dire le petit plaisir que je me fais à manger du chocolat, je pense que sur le long terme est certainement moins délétère que la frustration de pas en manger alors que ça me fait plaisir. Ah mais ça c'est évident, c'est évident. Et puis même, mais oui, mais carrément. Et puis pour revenir aussi, tu sais, on parlait comment nourrir son cerveau. Il y a aussi ce qu'on a cité, mais pareil, encore une fois, de faire aussi ce qui t'anime et dans la vie, tu vois, même se lever le matin tu vois, donc il y a le côté plaisir et je suis complètement d'accord que dans l'alimentation, le côté plaisir fait partie de cette équation santé. Ça c'est évident. Et pareil pour nourrir son cerveau, l'équation de je me lève le matin, je fais quelque chose qui m'anime, qui me fait kiffer. Et bien ça rentre aussi dans l'équation de santé du cerveau. Donc oui, le plaisir, pour moi, ça je suis complètement d'accord. Je veux dire, moi franchement, avoir la gueule de Brian Johnson, avoir la vie de Brian Johnson, pour si ça se trouve, le mec, je suis vache de dire ça, mais ça se trouve demain il se fait renverser par une voiture. Bof quoi. En fait, moi tu disais est-ce que j'ai un rêve ou moi tu sais, je suis un père de famille, hein, j'ai 4 enfants, donc je suis un papa. Moi j'ai un impératif, j'en ai rien à foutre de vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et moi mon impératif c'est connaître mes enfants, mes petits-enfants le plus longtemps possible et être là pour eux en bonne santé. Et si j'ai un seul impératif, c'est mourir avant l'un de mes descendants. Voilà. Bon, voilà. Moi, je préfère mourir à 70 ans et survivre à mes descendants que d'aller vivre jusqu'à 120 ans et d'enterrer tout le monde. Non, c'est clair. Et je pense que tous les parents vont te rejoindre là-dessus, ça c'est clair. Non mais oui. Non mais ça, je suis complètement d'accord. Et bon, pour terminer un petit peu, toi, quelles actions, on va dire, tu mets en place parce que je sais, alors que tu as appris pas mal aussi, enfin voilà, des actions concrètes la journée, mais je sais qu'aussi tu as essayé pas mal de compléments. Je pense que t'en prends un petit peu toujours. Voilà, dis-moi quelles actions tu mets en place, on va dire, dans ta routine quotidienne pour prendre soin de ta santé. Après, il y a aussi des périodes. Tu vois, pendant tout à l'heure, on parlait des douches froides. Il y a un moment, j'étais vraiment accro des douches froides. Et puis, je sais pas, à un moment, j'en ai eu marre. Ouais. J'ai dit, bon, j'en ai ras-le-bol de prendre des douches froides. Et donc, j'ai arrêté. J'y reviendrai certainement. Je maintiens que c'est très bien. C'est pas la question.
Mais c'est vrai que voilà, là, pour l'instant, j'ai plus trop de kiff à ça. Par contre, depuis quelques mois, j'ai vraiment beaucoup plus repris la musculation. Avant, je faisais plutôt une fois par semaine et puis du HIIT quasiment tous les jours. Maintenant, je fais plutôt de la muscu au moins 3 fois par semaine, avec des charges de plus en plus lourdes. Donc, voilà, je varie pour pas trop habituer mon corps non plus à un système. Euh, Là, j'ai décidé que je voulais perdre un certain poids pendant un mois. Donc, je vais drastiquement réduire mes apports alimentaires pendant un mois. Voilà. Donc, l'idée, c'est de changer la routine. L'idéal, c'est de faire ce que je n'ai pas fait. J'ai été un très mauvais exemple, mais en fait, idéalement, je dis bien idéalement, quand on fait du biohacking, l'idée, c'est, comme je disais, il faut avoir des métriques. Donc, c'est, mettons, je prends un complément alimentaire, je vois ce que ça me fait pendant, mettons, 2-3 semaines, et après, j'en rajoute un autre, ou je modifie, etc. L'idée, c'est d'avoir vraiment, je dirais, une démarche un peu scientifique. Bon, moi, j'étais un peu tout feu, tout flamme quand j'ai découvert le biohacking il y a 3 ans et demi, 4 ans. Moi, j'ai été simple, hein. J'ai dit, bon, alors, qui est le meilleur en matière de longévité? Alors, la référence, à ce moment-là, c'était David Sinclair, donc qui est professeur de médecine de la longévité à Harvard. J'ai regardé, j'ai dit, ok, David Sinclair, il prend ça. Je vais prendre la même. Bon, je vais prendre ça. Donc, je me suis farci tout ce que prend David Sinclair. Nicotinamide mononucléotide, resveratrol, spermidine, ficétine, quercétine, AKG, TMG, je sais même Pendant combien de temps? 3 du magnésium, mais là encore, comme je disais, c'est ce que j'ai fait. Je dis pas du tout que c'est un exemple, hein, parce que quand on le dit, ouais, mais qu'est-ce qui a été le plus efficace dans ce que tu as pris? On sait pas. J'en sais rien, parce que voilà, donc c'est pas une démarche très très scientifique, donc je conseille pas de faire ce que j'ai fait. Bon, maintenant, moi, j'étais un peu dans l'expérimentation, hein, je te disais, moi, le biohacking, j'en avais jamais entendu parler quand j'ai commencé à m'y mettre, et puis personne n'en parlait, et puis ce qu'on voyait chez les anglophones, il y avait tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai dû faire un peu le tri et puis tester des trucs. Donc ça, c'est pour les compléments alimentaires. Après, concernant la routine de vie, là encore, j'avais un peu arrêté, mais ça fait quelques semaines que j'ai vraiment repris avec beaucoup de plaisir d'ailleurs la méditation. J'ai vraiment retrouvé, je l'avais fait pendant longtemps, puis j'ai même pas arrêté parce que j'en sentais moins l'envie ou le besoin. Puis maintenant, j'ai repris avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de changer, de suivre aussi un peu nos évolutions. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te disais que je pense que le cardio et les assouplissements, c'était aussi important que la muscu. En ce moment, je sens plutôt le besoin de faire de la muscu. J'ai repris le cardio depuis peu. Et je sens que bientôt je vais avoir une envie et le besoin de reprendre des assouplissements. Donc, il faut savoir aussi s'écouter. Ah, mais totalement. Et je rejoins carrément ce que tu dis avec le fait de s'écouter et un petit peu suivre la vague, parce que des fois, en fait, il y a des outils qui vont nous servir durant un moment de notre vie, qu'on va délaisser à un certain moment, qu'on va reprendre à un certain moment. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de s'écouter. Là, comme tu dis, avec la méditation, enfin, et voilà, il y a des outils qui vont venir, qui vont repartir. Tu vas expérimenter des choses et c'est marrant parce que j'avais la même, tu vois, par exemple, là, sur les compléments alimentaires. C'est pour ça que, parce qu'au début, pareil, moi, j'ai jamais pris, par contre, énorme. Et j'ai jamais voulu prendre des compléments, on va dire, dits de synthèse, on va dire chimique. Donc c'était plus naturel. Et au début, tu vois, même j'en prenais 2-3 et du coup, pareil, je savais pas en fait si réellement ça me faisait du bien ou pas parce qu'il y en avait 3. Et donc maintenant, je les teste en fait un par un. Et voilà. C'est le mieux, hein, idéalement c'est le mieux. Après, le problème de ces compléments alimentaires, c'est que si je dois prendre, je sais n'importe quoi, du NMN
pendant les 30 prochaines années, peut-être pour gagner 1 an de vie, so what? Voilà. Donc Non, bien sûr. c'est très compliqué. Le problème, c'est que Oui. souvent, alors, on a envie de trouver le complément alimentaire qui va nous permettre de prolonger la vie. Actuellement, ce qui excite tout le monde, c'est la rapamycine. Donc tout le monde veut se mettre sur rapamycine maintenant. Ça se trouve, dans 1 an, ça sera un autre truc. Donc, faut pas forcément être esclave de la mode. Faut toujours garder l'esprit critique, de tester et idéalement de vérifier avec des métriques si ce qu'on fait va dans le bon sens ou pas. Idéalement. Ah non, bien sûr. Bah, par exemple, si je devais garder, bon, là, je dis là actuellement. Après, ça dépend aussi parce que on a chacun, bah, on est tous différents. On a des besoins spécifiques suivant nos moments de vie. Donc, mais c'est vrai que moi, je pense que la vitamine D, ça reste quelque chose d'essentiel pour tout le monde, en vrai. Et à l'année, hein. Il y en a qui diront l'hiver. Moi, je suis quand même Non. En fait, à les l'année. trois trucs qu'il faut tout le temps prendre, c'est simple, c'est magnésium, vitamine D et oméga 3. Ça, c'est la base de la base. Ouais. Après, on réfléchit. Mm. Bah, en fait, on est tous carencés en oméga 3, on est tous carencés en vitamine D, on est tous carencés en magnésium. De base, autant prendre ça. Après, on nos limites, hein. Si je trouve ma laboratoire de compléments alimentaires, tu verrais dans le tiroir, dans le placard, tout ce qu'il y a, j'ai de quoi ouvrir une boutique, hein. Et puis toujours important, bah, d'individualiser aussi en fonction de la personne parce que on a tous une génétique différente, on a tous un microbiote Ouais. différent, Tout on à est fait. tous, on a tous une résistance au stress qui diffère. Enfin, donc c'est pour ça, c'est vraiment important d'individualiser en fonction de qui on est et voilà, et pas faire n'importe quoi. Ouais, la fameuse loi du 80-20, globalement, on a globalement à 80%, si on suit les mêmes choses, on va avoir les mêmes résultats. C'est sur 20% que tu auras des choses vraiment différentes. Mais globalement, par exemple, j'ai n'importe quoi, si tu te mets à jeûner et que je me mets à jeûner, on aura les mêmes effets. Pour 80% des effets. Effectivement, peut-être que toi, ça te conviendra mieux que moi ou vice versa, mais pour 20% en fait. Donc, l'individualisation, bien sûr, mais c'est très compliqué. L'idéal, ça serait, j'ai bien l'idéal, hein, ça serait de faire tous un test génétique de notre maîtrise génomique, un test de très précis de notre microbiote et de manger très exactement ce qui nous convient au mieux. Mais là, on devient très taré et je pense pas que ce soit justifié. Et il vaut mieux se contenter de regarder nos selles et de savoir comme ça si ce qu'on prend c'est bon ou pas. Moi c'est ce que j'explique quand déjà elle me dit la nutritionniste, je dis regarde ton caca, on verra plus tard. Ah mais c'est clair. En vrai, pour ceux qui nous écoutent, ça sert à rien de prendre des compléments alimentaires si de base vous n'avez pas réglé nutrition, sommeil, sport, gestion du stress et le côté social avec vos amis, votre famille. Enfin, clairement, donc déjà basez-vous sur ces 5 gros piliers et vous allez voir que on aura les 80% justement qui font que on va se sentir au top. Oh bah merci beaucoup en tout cas Denis. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors je sais que tu es parrain d'un événement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça pour ceux qui nous écoutent? Oui, donc le 6 avril prochain à Lyon se tiendra le premier sommet de l'hypersanté, du biohacking et de la longévité. Donc voilà, j'ai l'honneur d'être le parrain de l'événement. Il y aura pas mal d'acteurs du monde du biohacking. Il y aura des conférences vraiment intéressantes par des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, des gens vraiment pointus. Je ne vais pas citer les noms, mais allez-y. Donc je vais t'envoyer je voyais la publicité, bon, enfin en tout cas le lien de l'event, le lien de l'event avec comme je suis le parrain, on m'a dit tu dis aux gens de mettre le parrain en majuscule, ils auront une réduction. Donc voilà, donc profitez-en. Donc il paraît qu'en mettant le parrain en majuscule, vous avez une réduction. Donc allez-y. Et puis vous pouvez vous inscrire aussi sur ma newsletter et sur ma chaîne YouTube où voilà, je donne pas mal de choses. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, ma chaîne YouTube, j'étais très généraliste. Je faisais un peu, je faisais des vidéos assez courtes, parce que je voulais vraiment que les gens commencent à découvrir. Maintenant que les personnes deviennent
plus aguerris, connaissent plus de choses. Je vais refaire des séries de vidéos, mais un peu plus costaud pour amener un peu plus de valeur, parce que finalement maintenant tout ce que j'ai dit, entre guillemets, tout le monde le sait. Donc maintenant il faut apporter plus de valeur. Donc si vous voulez en savoir plus sur le biohacking, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Dr Denis. Oh bah génial, de toute façon je mettrai tous les liens en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis bon bah voilà, en tout cas un grand merci d'avoir été là, c'était passionnant, moi j'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer et je pense que ça va aider énormément de gens voilà à prendre soin de leur santé et à vivre une meilleure vie en fait tout simplement. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi et puis bravo. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao!